Bonjour à tous, bienvenue pour cette 8e vidéo témoignage. Aujourd'hui, j'accueille un guerrier à mes côtés. Pendant 10 ans, Rémi a traversé l'épreuve du cancer. C'est avec du courage et une force exceptionnelle qu'il n'a jamais cessé de se battre. Depuis 1 an, il est enfin guéri de cette maladie et nous raconte à cœur ouvert son histoire. Bonjour Rémi, bienvenue. Bonjour Virginie. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent? Bonjour à tous, donc je suis Rémi, j'ai 30 ans, je suis purement toulousain, mais ariégeois d'adoption. Je suis un grand passionné de sport, un grand passionné aussi de cuisine. J'ai pratiqué le basket depuis plus de 25 ans. Et depuis 10 ans, une maladie m'accompagne dans mon quotidien. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai eu la chance d'avoir une greffe de moelle osseuse qui me permet aujourd'hui d'avoir une vie quasi normale. Et justement, cette maladie, quelle est-elle? Alors, cette maladie, c'est le lymphome d'Hodgkin. Donc, c'est en quelque sorte un cancer du système immunitaire, pour faire plus clair. Et ça se manifeste en fait par ton système immunitaire qui est défaillant. Donc ça se passe au niveau de mon système lymphatique, qui est un des éléments essentiels de mon système immunitaire. Il y a des cellules particulières qui sont les lymphocytes. Et en fait, ces lymphocytes sont devenus en quelque sorte anormales et elles prolifèrent. Et avec cette prolifération, en fait, elle crée des petites tumeurs cancéreuses un peu partout à travers le corps. Et du coup, voilà, c'était le mal qui me rongeait depuis quelques années. Voilà. Donc, tu es tombé malade à l'âge de 20 ans. Oui. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Voilà. Dans quelles circonstances tu as appris ta maladie? Comment ça s'est manifesté? Tu as des symptômes particuliers? Ouais. J'ai étudié le business et le management sur Londres. Et donc j'avais une belle vie d'Erasmus, et en plus j'ai eu la chance de profiter de la diversité culturelle, de la richesse culturelle que pouvait apporter Londres. Donc je vivais vraiment ma meilleure vie et j'ai connu des grands coups de fatigue au bout de quelques mois, de grosses suées nocturnes la nuit. J'ai aussi eu un gros ganglion au niveau de l'aine et pour moi, je pensais que c'était simplement une hernie inguinale. Enfin, j'ai fait que repousser à chaque fois parce que je voulais surtout pas stopper mon année qui était si exceptionnelle. Et à force, la fatigue a pris le dessus et j'ai voulu consulter mon médecin de famille. Donc, je suis rentré en France et je suis malheureusement jamais rentré sur Londres. Tu n'es jamais retourné du coup Voilà, exactement. C'est mes parents qui sont allés chercher toutes mes affaires. Parce que derrière, je suis rentré dans un processus d'examens médicaux qui ont permis de déceler la maladie. Tu as pu directement comprendre vraiment l'ampleur de ta maladie ou il t'a fallu vraiment du temps? Non, alors il m'a fallu un peu de temps. Tout s'est enchaîné quand même assez vite, dans le sens où après mon rendez-vous chez le médecin de famille, j'ai de suite eu des prises de sang, j'ai de suite eu des scanners. J'ai très vite eu un prélèvement au niveau du ganglion à l'aine, ouais. De manière à voir au final qu'est-ce qu'il pouvait nous révéler. Et donc du coup, il a fallu quand même attendre tous ces résultats. Mon médecin de famille m'avait clairement dit, c'est en quelque sorte qui tout double. Et voilà, au fil des prélèvements, au fil des examens, on a découvert cette maladie. Et là, c'est la grosse claque du jour au lendemain. On découvre la réalité du mot cancer, du mot lymphome, et voilà, c'est un changement radical. Et quels ont été les traitements et les soins que tu as dû faire pour essayer de combattre cette maladie et à terme la vaincre? J'ai eu des chimiothérapies très lourdes, j'ai eu de la radiothérapie. Donc les chimiothérapies, c'était vraiment des traitements généraux, c'était vraiment pour combattre la maladie dans son ensemble. La radiothérapie, c'était vraiment pour des zones plus ponctuelles. Par exemple, j'avais des ganglions au niveau de l'aisselle, et donc vraiment c'était très ciblé, c'était pour
pour finir le travail qu'avait pas pu forcément finir la chimiothérapie. J'ai eu aussi de l'immunothérapie, donc ça c'est un procédé qui est venu au fil des années, qui s'est vachement développé et qui est vraiment très intéressant parce qu'il n'a pas la virulence et la violence que peut avoir une chimiothérapie. On n'a pas les vomissements, on n'a pas les nausées, on n'a pas vraiment très souvent aussi les cheveux n'ont tendance à pas tomber, donc c'était vraiment un protocole qui était bien plus vivable. Mais malheureusement, tout ça n'a pas suffi. Et donc, du coup, il a fallu que je passe derrière. Il y a un processus qui est assez particulier. En fait, on recueille auprès du malade des cellules souches, donc des cellules qui permettent en fait de faire fonctionner le système immunitaire. Donc, on me les a recueillies en me les stimulant avec des injections. Donc, on m'a fait ce recueil. On m'a complètement détruit mon système immunitaire avec des chimios qui étaient vraiment très très fortes. Et en fait, on m'a réinjecté ces cellules. D'accord. Afin de rebooster le système. Saines, entre guillemets. Vu qu'elles avaient été produites par mon corps et qu'on les avait stimulées, on espérait qu'elles soient complètement saines et qu'elles puissent permettre de vraiment relancer mon système immunitaire et repartir à zéro. Donc, du coup, c'était bien sûr un moment très difficile, ça demande beaucoup de travail au niveau physique, au niveau mental. Et donc ça a tenu un certain temps, mais malheureusement là aussi il y a une rechute derrière. Dans ces cas-là, tu es dans des chambres stériles, hospitalisé, comment ça se passe? Tu as des soins aussi à domicile? Voilà, donc du coup là pour cette autogreffe, j'étais comme je vais l'avoir été aussi pour l'allogreffe que j'ai fait par la suite, c'est des chambres stériles, c'est à l'oncopole, donc c'est pendant certaines périodes où on n'a vraiment pas de défense immunitaire, c'est pas de visite, des restrictions alimentaires, c'est vraiment assez compliqué. Et c'est combien de temps ce processus de soins? Alors c'est très variable en fonction des malades, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, voilà, donc mais c'est quand même un protocole qui est encore en dessous de ce que j'ai pu faire par la suite pour vraiment le soin qui a été un peu le soin définitif, quoi. Celui qui t'a sauvé la vie, exactement. La greffe en fait par autrui. Voilà, c'est ça. Donc on appelle ça l'allogreffe de moelle osseuse. Donc du coup l'allogreffe en fait on reprend un peu le même système de recueil de moelle osseuse, mais là c'est auprès d'un donneur. Un donneur qui est anonyme, qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Et donc il faut qu'il y ait une certaine compatibilité. Donc il y a des degrés de compatibilité. Tout d'abord on cherche auprès de la famille, parce que c'est là où il y a plus de chances qu'on trouve un donneur. Malheureusement, moi avec mon frère, la compatibilité n'était pas aussi élevée. On aurait pu faire, mais c'était pas la solution la plus idéale. Donc on a trouvé un donneur, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a très très peu de chances de trouver malheureusement un donneur à l'heure actuelle. Et donc on a recueilli auprès de cette personne ces cellules souches, donc qui sont issues de son système immunitaire qui à lui sont complètement saines, vraiment en bonne santé. Donc on a fait ce recueil. On m'a complètement détruit mon système immunitaire pour me le mettre vraiment à zéro. Et on m'a réinjecté les cellules de ce donneur. Voilà. Donc aujourd'hui, je vis avec le système immunitaire de quelqu'un d'autre. Tu es tombé malade à 20 ans. Et donc, tu as fait donc, ce chemin vers la guérison avec ce protocole de soins, de traitement, etc. Qu'est-ce qui t'a fait tenir pendant toutes ces années? Parce que 10 ans, c'est long dans une vie, surtout quand on est malade à 20 ans. Qu'est-ce qui t'a fait tenir ce cap, en fait, et essayer de ne pas perdre espoir? J'aimais tellement la vie et j'aimais tellement ma vie que c'est ça qui me faisait tenir, en fait. Ma seule volonté, c'était de retrouver les copains sur le terrain de basket. C'était de retrouver les copains de la fac pour refaire la fête. C'était de retrouver ma famille pour faire les repas de famille, pour fêter les mariages, pour fêter les naissances. Enfin, c'était vraiment
tout ça qui me tenait, qui me faisait tenir et qui me donnait cette envie de continuer à me battre et de persévérer, voilà, qui me faisait tenir, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à la fatalité, que la maladie t'emporterait, ou est-ce que tu es resté toujours combatif face à celle-ci? Alors, c'est quelque chose qui m'a très peu effleuré l'esprit quasiment au cours de ces 10 ans. C'est vraiment au cours de ma dernière greffe, de l'allogreffe, parce que là, c'est un protocole de soins qui est très impactant sur le mental et sur le physique. Je suis passé de 110 kg à une soixantaine de kilos en quelques mois. On se voit, bon, bien sûr, perdre les cheveux, mais à la rigueur, pour moi, ça devenait une routine. Mais on perd le goût, on n'a plus trop d'odorat, on peut voir personne. On n'a plus de plaisir de la vie parce que du coup on est enfermé dans notre chambre, c'est une sorte de mini prison. Et voilà, en fait, et le fait de se voir dépérir comme ça, de ne pas pouvoir marcher, on est alité pendant des semaines, pendant des mois. Et là vraiment il y a des moments où on se demande, ouais, c'est peut-être la fin et ça va, enfin, on n'en voit pas le bout. Justement, dans cette difficulté-là, il y a eu une très belle solidarité autour de toi. Est-ce que tu peux nous en parler et nous parler justement de Burkick is Magic? Les amis, les proches, la famille, tout le monde a commencé à partir de mes premiers soins à me faire des petits papiers, à marquer ça sur le bord d'une plage et à amener ça un peu partout, à faire des t-shirts, à faire des petites choses comme ça, avec Burkick is Magic. Et du coup, ouais, voilà, c'était une manière de me soutenir. Et du coup, ça a pris une ampleur. Enfin, c'était incroyable parce que ça m'a apporté beaucoup de boost. Ça m'a insufflé de la vie dans mon combat. Et je pense que ça a aussi fait beaucoup de bien à mon entourage direct, à Oriane, à mes parents, à ma famille, parce que du coup, on voyait des choses exceptionnelles. J'ai pu avoir des personnes célèbres qui m'encourageaient ou qui tenaient le papier avec Burkick is Magic. J'ai été sur les 5 continents. J'ai vu mon nom écrit sur les plus belles plages du monde. J'ai eu des gobelets avec Burkick is Magic, j'ai eu des t-shirts, j'ai eu des foulards. Il y a même des copains qui ont fait des slips Burkick is Magic. Non, ouais, ça a été quelque chose de dingue et qui m'a beaucoup encouragé. Et voilà, c'est des petites marques d'affection, c'est pas forcément grand chose, mais c'est dingue. Et puis je pense aussi à mon club de cœur, les AT. J'ai même droit à mon énorme affiche Burkick is Magic dans le gymnase, voilà, où j'ai pris du plaisir à me battre avec les copains, et ça c'est dingue. Y a-t-il des tabous dans la maladie, dans le cancer, d'autant plus quand on a cette maladie si jeune, en fait, en plein milieu de la construction adulte? Ouais, alors, quand on n'est pas dans le contexte, je pense qu'on ne le voit pas forcément, toute cette question de tabou, etc., mais c'est des choses qui sont omniprésentes, en fait. D'entrée de jeu, déjà, il y a les cheveux. C'est quelque chose... Bon, à force, je m'y suis fait, c'est plus un problème. On voit que d'ailleurs, maintenant, je suis complètement habitué. Mais c'est quelque chose qui est très dur à vivre parce qu'à 20 ans, quand tu commences ton protocole de chimio et que tu te passes la main dans les cheveux et que c'est comme si tu avais eu un peigne et que tu t'es tout enlevé, c'est un choc. C'est vraiment très dur. Et en fait, voilà, le premier tabou, il est là parce que tu vois ton corps changer. Tu vois une perte de poids, tu vois ton teint qui blanchit, tu perds tes sourcils parce que au-delà du crâne, aujourd'hui on voit du crâne rasé, etc. Mais le sourcil qui tombe, c'est vraiment le signe du malade et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre. Et puis à côté de ça, il y a aussi la stérilité. Je suis tombé en plein dedans. À 20 ans, on m'annonce directement ton protocole de chimio, il va être très compliqué, il va être très dur. Et malheureusement, il peut te rendre stérile. Et donc du jour au lendemain, on m'annonce ça. On m'amène dans un centre de recueil de spermatozoïdes. Donc du coup, du jour au lendemain, tu as 20 ans, on t'annonce que tu as un cancer, on t'annonce que tu peux être stérile, on t'amène dans une chambre, on te donne une fiole et il faut que tu fasses un recueil.
On parle de stérilité, après derrière on peut parler aussi de sexualité parce que c'est très compliqué, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de force. C'est tout un ensemble de choses qui fait que la vie est complètement différente. À qui tu voudrais dédier ton combat et ta guérison aussi du coup? D'abord à Oriane, donc ma compagne, qui est là depuis le début. Donc 10 ans que je suis malade, 10 ans qu'on est ensemble. Donc elle m'a jamais lâché, donc forcément Oriane. Derrière, je veux aussi mes parents, parce que mes parents, c'est une vie entre parenthèses, c'est 10 ans de vie entre parenthèses. Je pense aussi à toute ma famille qui a toujours essayé de venir passer quelques jours avec moi dès que ça allait pas ou qu'ils en avaient l'occasion, qu'ils avaient des vacances. Je pense aussi à mes proches et mes amis qui ont été là, ils m'ont fait rire, ils m'ont fait pleurer, ils m'ont étonné, ils m'ont émerveillé, ils m'ont fait plein de choses. J'ai plein de souvenirs, j'ai plein de photos. S'il y a une reconnaissance aussi éternelle et énorme, c'est les équipes médicales, voilà, tout le personnel de soignants. Alors aujourd'hui, forcément, on est dans un contexte où on peut que les remercier, mais moi d'autant plus, ça fait 10 ans que je suis suivi. On confie notre vie à ces personnes-là. Et en fait, moi je les appelle mes sauveurs de vie, parce que c'est tous les jours qui me sauvent la vie, parce que c'est tous les jours qui me font passer les traitements, etc. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils sont là dans les bons comme dans les mauvais moments, ils sont là dans les rires comme dans les larmes. Ils ont fait des choses pour moi exceptionnelles dans les moments où, comme on disait tout à l'heure, quand tu te vois mourir et que tu as un soignant, où ça fait des mois que tu es dans ta chambre stérile, que tu vois personne, etc. Et là, le soignant, il vient te poser le bras, ou il vient te poser sa main dessus, et que tu as une chaleur humaine comme ça, c'est quelque chose de juste exceptionnel. Et vraiment, ces personnes-là, j'ai une reconnaissance, un amour pour eux, pour la vie, et même certains aujourd'hui sont des amis, c'est pour dire. Voilà. Et là, tu me disais du coup que ça fait 1 an que tu es guéri. Comment ça se manifeste justement ce chemin vers la guérison? Est-ce que tu as un suivi encore régulier? Ça fait vraiment 1 an que j'ai plus de traitement et que tout s'est considérablement allégé. J'ai été suivi par l'HAD de la clinique Pasteur, donc qui m'ont accompagné pendant mes périodes d'hospitalisation à l'oncopole où je pouvais rentrer chez moi. Donc dès que je rentrais chez moi, c'est eux qui me prenaient en charge. Et aussi pendant tous ces derniers mois et ces dernières années, c'est eux qui m'ont suivi. Et donc qui permettaient d'avoir un suivi quasi permanent, parce qu'ils passaient matin et soir à la maison pour me prodiguer des soins. Je suis vraiment plutôt tranquille parce que maintenant mes rendez-vous à l'oncopole c'est tous les 6 mois. D'accord. Donc voilà, plus ça va bien, plus ça se passe. Du coup, c'est un combat de gagner. Le fait d'avoir vécu autant de rechutes, tu restes dans la vigilance. Ouais, j'arrive plus à me dire que c'est une renaissance, que j'arrive pas à avoir ce côté radical de dire là tout a changé. Parce qu'en fait, je me l'étais dit avant et derrière j'ai pris des grosses claques parce que les annonces de rechute sont terribles. Aujourd'hui, je le vis plus comme un processus lent, une reconstruction, voilà, c'est étape par étape. Chaque jour, c'est une pierre à l'édifice. Et voilà, c'est l'édifice de ma vie. Et donc, voilà, je vois ça comme vraiment quelque chose de progressif. Ça s'améliore chaque jour. Est-ce que tu aimerais, à travers cette vidéo aussi, du coup, sensibiliser les gens aux dons de moelle osseuse? Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a besoin que ça soit pour le don de moelle osseuse. Et même, je pense que je vais parler aussi pour le don du sang, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est très souvent par le don du sang que les gens découvrent le don de moelle osseuse, parce qu'aujourd'hui, on n'en entend pas forcément parler. C'est pas forcément un protocole qui est médiatisé. Et je pense qu'il y a besoin de faire connaître ce protocole qui permet de sauver des vies. Et au final, c'est un geste qui n'est pas si énorme, mais qui permet, comme pour moi aujourd'hui, de sauver des vies et qui apporte des émotions incroyables. Je pense aussi bien pour le donneur de savoir qu'on a pu sauver une vie, et puis pour nous, vous nous permettez de vivre des années exceptionnelles. Ouais, c'est vrai qu'il faut avoir plus de 18 ans, moins de 51 ans lors de l'enregistrement.
être en parfaite santé, répondre à un questionnaire de santé, une prise de sang ou un test salivaire. Et il faut aussi savoir qu'il y a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. C'est pour ça que un don en fait de moelle osseuse peut aider une personne à travers le monde. Donc c'est utile, c'est important et c'est même vital. Chaque année en France, il y a 2000 patients qui sont atteints de maladies graves du sang et qui ont besoin donc d'un don de moelle osseuse. Et du coup, tu peux nous dire le site pour se rendre dondemoelleosseuse.fr. Et là vraiment, le site est très très bien fait. Vous allez trouver toutes les infos dont vous avez besoin et vous allez même avoir quelques petites vidéos explicatives et ça vous permettra peut-être de franchir le pas, de passer le cap, voilà. Et voilà, il faut savoir qu'il y a des gens, ils attendent ça depuis des années. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ça a pris que quelques semaines, que quelques mois, mais il y a des gens qui attendent. Et puis, on ne sait jamais de quoi est fait la vie. Voilà, vous pouvez aider un proche par cet intermédiaire-là. Et puis, je pense aussi que c'est important de donner de l'amour, de transmettre de l'amour, parce qu'on en a vraiment besoin, surtout à l'heure actuelle. Et je pense que donner sa moelle, c'est un beau geste d'amour.